Le programme Biodivéa, c'est un programme en fait biodiversité dans les exploitations agricoles. Il s'inscrit dans le cadre d'une convention entre la DGER, l'enseignement agricole si on veut, et le ministère de l'écologie, dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité. Ce programme il se traduit par l'implication de 18 établissements, surtout sur l'ensemble de la France, sur 3 ans, pour un projet qui est leur projet, comment intégrer la biodiversité sur leur exploitation agricole, compte tenu de leur contexte, de leur filière de formation, etc. Simplement, nous, on a souhaité, dans l'accompagnement de ce projet, qu'il y ait la mise en place de protocoles et d'outils, en l'occurrence de l'Observatoire agricole de la biodiversité d'un côté, mais qu'il y ait un travail de fait aussi avec des experts et des scientifiques, en partenariat, en échange, bien dans une logique de co-construction en fait, de diagnostics et d'indicateurs, pour essayer de faire une relation la plus fidèle possible, la plus intéressante, la plus pertinente possible entre les pratiques agricoles et la biodiversité, mais aussi de la parcelle au paysage. Alors, il faut définir ce qu'on entend par paysage agricole. Il y a 3 grandes dimensions du paysage qui nous intéressent. Sa composition, donc en termes de diversité des surfaces agricoles, les cultures, mais également diversité des espaces semi-naturels, des bâtis, etc. L'organisation de cet espace, c'est-à-dire la surface de chacune de ces unités qui constituent cette grande matrice agricole, mais également tout ce qui est linéaire, les haies, les bandes enherbées, les bandes fleuries, donc qui peuvent être des éléments de déplacement intéressants. Et puis il y a également la dimension de l'usage, c'est-à-dire ce que les agriculteurs font sur chacune de ces parcelles, notamment en termes de pression insecticide si on s'intéresse à des insectes. Et l'idée générale qui est derrière cette approche, c'est que le paysage agricole peut avoir une incidence à évaluer sur le développement des populations de ravageurs et d'auxiliaires dans les champs, et donc sur le niveau de dégâts qui peut être occasionné sur les cultures. Les caractéristiques de ces 3 dimensions du paysage, composition, organisation, usage, vont influencer la colonisation des cultures par les auxiliaires, c'est-à-dire les insectes prédateurs et les insectes parasitoïdes, qui vont naturellement s'attaquer aux ravageurs de cultures. L'objectif que l'on a derrière ces démarches de projet et d'analyse, c'est de pouvoir imaginer, concevoir des paysages qui seraient suppressifs pour les insectes ravageurs de culture. C'est-à-dire qu'on modifierait les caractéristiques du paysage agricole, soit pour favoriser les auxiliaires de culture, soit pour défavoriser les ravageurs de culture, soit les deux. On constate qu'effectivement, quand le paysage agricole est plus complexe, c'est-à-dire plus riche en termes de composition, d'organisation, c'est souvent associé, dans à peu près 3/4 des cas, à une augmentation du nombre d'insectes auxiliaires dans les champs. Néanmoins, ça peut également être associé à une augmentation du nombre d'insectes ravageurs. Donc les phénomènes ne sont pas simples, il y a des interactions, et il y a en plus une dynamique qui s'installe au cours du temps et dans l'espace agricole qui peut modifier un petit peu la donne. Donc on effectue des relevés entomologiques dans les champs, pour connaître l'évolution des populations de pucerons et de prédateurs. Et en même temps, on caractérise le paysage à une échelle donnée autour de ces parcelles. Donc à la fois autour de la parcelle, comme je viens de l'expliquer, et puis à des échelles plus importantes. Donc ça oblige à faire un travail de cartographie. Et ensuite, on va pouvoir caractériser nos paysages et les qualifier en termes de surface des parcelles, diversité des cultures, longueur de linéaire type haie, et on va pouvoir comparer des paysages différents et essayer de mettre en relation les différences entre ces paysages et les pressions en ravageurs ou le service de contrôle biologique observé dans les parcelles. Et donc de nous donner des leviers pour faire évoluer ces paysages agricoles. Donc on a intégré Biodivéa dès la première année du programme en raison des formations naturalistes qu'il y a sur le lycée. Et par rapport à l'exploitation du lycée nature qui est une exploitation complètement en agriculture biologique dans laquelle il y a eu un atelier maraîchage qui a été créé en 2010 qui a soulevé la problématique sur la protection des cultures par utilisation des services écologiques en termes de régulation des bioagresseurs.
La relation au paysage, elle s'est faite à travers une étude cartographique grâce à des logiciels qui nous permettent en fait de déterminer la proportion de milieux naturels autour de nos parcelles d'études et la composition en tout cas de ces structures paysagères permanentes et également l'éloignement à nos parcelles qui peuvent expliquer des différences de diversité d'auxiliaires entomophages présentes au niveau de nos relevés. On a étudié la fonctionnalité des haies qui étaient dans le paysage autour des parcelles de maraîchage à travers l'utilisation des indicateurs comme éco-bordure, IBIS, IBA, et des suivis de biodiversité avec les protocoles de l'OAB qui sont proposés dans le cadre du programme. La deuxième problématique, elle porte plutôt sur les pollinisateurs à travers une étude qu'on fait avec ONIRIS, donc l'école vétérinaire de Nantes, sur la diversité des pollinisateurs sauvages en milieu agricole et la relation avec la diversité floristique, que ce soit dans des zones de production ou non, et la gestion de ces zones. Alors au niveau de ces deux programmes, que ce soit pour les auxiliaires entomophages pour la protection des cultures ou pour les insectes pollinisateurs, on est en train de développer en tout cas des programmes pour l'aménagement de structures paysagères à travers des bandes fleuries, la plantation de haies ou de petits arbustes, des petits fruitiers, des plantes aromatiques, etc. Autour des parcelles de maraîchage de plein champ et également dans la problématique d'aménagement des abords de serre afin de favoriser la présence de ces insectes et garantir un meilleur service de pollinisation et de protection des cultures dans l'agriculture biologique pour diminuer la part des intrants dans les cultures. On a conduit des expérimentations cette fois-ci dans les serres. Donc on a refait des plantations de bandes fleuries cette fois-ci à l'intérieur des serres sur les bordures de la serre avec des suivis grâce à une nouvelle méthodologie de capture avec un système de piégeage qui est un petit peu un prototype pour l'instant, qui a été essayé en 2013 pour voir un petit peu si en plantant des bandes fleuries dans nos serres, on permettait de faire rentrer des communautés d'insectes qui étaient présents dans le paysage pour améliorer la protection aussi des cultures dans ces serres. Donc les résultats ils sont en cours d'exploitation puisque tous les insectes n'ont pas encore été déterminés puisque c'est quand même assez compliqué de déterminer les pollinisateurs jusqu'à l'espèce. Par contre, on peut voir qu'il y a une relation, en tout cas une tendance de relation entre la diversité des massifs fleuris, le nombre de fleurs, la diversité spécifique et la diversité des pollinisateurs présents. Le premier TP, je suis allée dans un petit bois dans le simple but de rappeler à certains et puis de faire une petite introduction avec les autres sur qu'est-ce que c'est un écosystème et le fonctionnement d'un écosystème. Fort de cela, on est venu ici, on a regardé les haies sous l'angle de la situation dans l'espace, la structure et la composition floristique. Et à partir de ça, vous allez essayer de voir si on peut faire des hypothèses concernant l'âge de la haie, concernant les fonctionnements possibles, ses rôles dans le paysage. Et par groupe, ils ont fait des relevés phytosociologiques. C'est-à-dire qu'ils ont appris à décrire une végétation homogène selon une méthode qu'utilisent les phytosociologues, mais qui est utilisée par les gestionnaires pour aboutir à la description des habitats. À partir de la somme des connaissances scientifiques qu'on a maintenant en biologie des espèces d'une part et en écologie du paysage d'autre part, on a mis des outils de manière à porter des diagnostics de richesse spécifiques ou de richesse en espèces, on va dire, sur un écosystème donné, quoi. Donc on a des tas de grilles. Ils sont à nouveau seuls sur la haie, ils vont la regarder, mais cette fois à partir de 2 grilles différentes. Et pour moi, l'objectif méthodologique, c'est justement de leur faire vivre la notion d'indicateur. À quelles conditions une grille d'indicateur peut fonctionner, et toujours qu'une grille d'indicateur, elle aboutit toujours à un diagnostic. Ça, c'est très important. Alors, le projet BioDivea au Fresnes, c'est 2 orientations. Une orientation plus en lien avec les systèmes de production, avec une vision de la biodiversité comme facteur de production. Et le deuxième volet de BioDivea, plus orienté vers les formations du paysage, avec la mise en place d'un plan de gestion écologique sur l'ensemble du site, espace de production, mais aussi tous les autres espaces. Alors, en ce qui concerne le premier volet de ce projet, donc on a commencé en utilisant la méthode IBIS,
où on a cherché à cartographier donc, sur nos espaces de production toutes les surfaces ou toutes les infrastructures agroécologiques qui pouvaient être pertinentes, intéressantes pour abriter de la biodiversité. Alors c'est un travail qui a été fait avec des élèves de bac technologique. On a fait des relevés sur le terrain à l'aide de GPS de randonnée et donc on a relevé ces points sur carte, donc avec un logiciel, un QGIS. Et donc on a essayé d'apprécier un petit peu le maillage de corridors ou de liaisons écologiques qui existaient sur les espaces de production. Donc l'objectif de ce qu'on fait cet après-midi, c'est de pouvoir déterminer les différents espaces, pouvoir cartographier l'ensemble du secteur du frêne et ainsi déterminer les zones qui ont un intérêt au niveau de l'écologie, au niveau de la biodiversité, qui peuvent avoir aussi des relations avec le secteur pédagogique, le terrain de sport, l'exploitation. Et à partir de cette cartographie la plus exhaustive possible, on pourra définir des zones à aménager ou des zones à réaménager, des zones à modifier, des zones à entretenir différemment. Avec plusieurs niveaux de carte, ça permettra d'avoir une vue d'ensemble, une vue en termes de biodiversité la plus large possible. Donc à partir de ce premier diagnostic, on a décidé d'améliorer un petit peu ce maillage en proposant des premières actions, avec la mise en place de premiers aménagements qui ont été plutôt des plantations de haies, avec le choix des espèces en lien avec leur attractivité pour l'entomofaune auxiliaire. Donc c'est un travail qui a été fait avec un bureau d'études, Flore Insectes et Johanna Villeneuve, et puis aussi l'intervention de la Chambre d'agriculture 49. À la suite de ces premiers aménagements et premières plantations, on s'est dit que peut-être qu'en bordure, il y avait éventuellement aussi des choses à faire pour améliorer les habitats et les zones refuges pour l'entomofaune auxiliaire. Donc là, on s'est orienté plutôt sur des aménagements de bordure de parcelles, avec dans la deuxième année de BioDivea, donc des essais qui ont été mis en place, permettant de tester différents types d'aménagements, donc un couvert spontané, et puis aussi des mélanges fleuris différents dans leur composition, pour apprécier un petit peu leur degré d'attractivité par rapport à cet entomofaune auxiliaire. Je pense qu'il est aujourd'hui important de peut-être recentrer l'étude sur les espaces qui peuvent être autour des serres, en bordure de parcelles, à l'entrée de la parcelle, qui sont comme ça un petit peu délaissés, alors qu'à mon avis, ils sont importants pour faire le relais justement, faire une fonction de refuge, d'habitat pour l'entomofaune auxiliaire et qu'aujourd'hui c'est important dans les orientations et les évolutions des techniques de production vers l'agroécologie. Donc j'ai été amenée à travailler pour l'enseignement agricole, donc le lycée du Frêne, le lycée Nature de La Roche-sur-Yon, le lycée de Niort et le lycée de l'Aume. Et j'ai pu donner des conseils dans le protocole de suivi des auxiliaires et sur les aménagements à faire autour des parcelles agricoles. On a pu vérifier en fonction déjà des résultats que j'avais faits au préalable. Donc c'était des résultats sur l'analyse du pollen consommé par les cirphes et les chrysopes. Donc on avait toute une liste de plantes déjà intéressantes, en tout cas qui ont été visitées par ces deux insectes-là. Et aussi sur d'autres études, sur des comparaisons de plantes sauvages, plantes horticoles, etc., ce qui pouvait être le plus attractif. Donc on a donc composé ces types de mélanges et on a pu voir qu'effectivement, il y a quelques plantes déjà, au point de vue agronomique, il y a quelques plantes déjà qui s'expriment. Donc on a pu voir qu'évidemment, il y a des plantes comme tout ce qui est fabacées, qui sont très intéressantes, déjà parce que c'est riche en nectar, donc ça attire les hyménoptères parasitoïdes. C'est des insectes vraiment spécifiques, donc qui vont parasiter tel ou tel nuisible. Évidemment, l'aménagement du paysage, c'est en fonction, pour favoriser les auxiliaires, c'est en fonction du type de culture qu'on va avoir, du contexte, quoi. Donc effectivement, si on a du maraîchage, de la grande culture ou de l'arboriculture, on ne va pas forcément avoir le même type d'aménagement. Donc plus les habitats sont diversifiés, plus on a de chances d'avoir une diversité d'auxiliaires.
Quand on a démarré dans le projet BioDivea, on a voulu investir un autre secteur qui est celui de la plaine agricole, avec finalement une biodiversité qui est beaucoup plus ordinaire, sans forcément avoir des espèces qui sont patrimoniales. Et ça nous paraissait fondamental de montrer que la biodiversité, elle avait aussi un rôle, une importance, et donc il était important de la préserver dans ces secteurs qui sont dédiés à la production. Et donc, sans pour autant abandonner le travail qui est conduit sur les milieux à fort enjeu environnemental, à fort enjeu en termes de biodiversité patrimoniale, on est dans une logique où on va essayer d'entrer dans un processus d'intensification écologique, c'est-à-dire faire en sorte de favoriser finalement l'expression des régulations naturelles, favoriser l'impact du milieu sur la production. Donc on n'abandonne pas en fait des objectifs ambitieux en termes de production. Par contre, au lieu de s'appuyer finalement sur une artificialisation du milieu, on va essayer de s'appuyer sur la vie, sur le vivant. Alors le premier champ concerne les infrastructures agroécologiques, les éléments semi-naturels en fait, qui vont par exemple border les parcelles agricoles, qui vont constituer le paysage et donc les considérer, c'est-à-dire les prendre en compte dans notre raisonnement, dans la conduite de notre système d'exploitation. Et donc à commencer à avoir une réflexion aussi sur le paysage, sur les pratiques agricoles. Et cette réflexion a conduit à plusieurs modifications, notamment le développement du pâturage et donc de la prairie pour les vaches laitières. Et puis aussi tout un programme de replantation de haies assez ambitieux. Dans la question de la valorisation et du développement des infrastructures agroécologiques, des espaces semi-naturels, s'est posée naturellement la question de la gestion de ce linéaire de haies, avec plusieurs objectifs. Un objectif d'économie, ou en tout cas l'idée était de pouvoir au moins contrebalancer les coûts d'exploitation d'entretien de la haie par une production, alors soit marchande, qui peut être du bois énergie par exemple, soit une amélioration de l'outil de production pour optimiser notre système de production et pour l'intensifier de façon écologique. Donc notamment, on peut s'appuyer sur des rotations longues à base de prairies temporaires multi-espèces qui intègrent des graminées et puis des légumineuses. Et cela étant, ces prairies doivent être renouvelées régulièrement. Et donc la difficulté, c'est qu'on passe par du labour. Et en fait, tout le capital de vie et le capital de structure du sol qu'on a accumulé pendant la durée de vie de la prairie, finalement, va être mis à mal par une perturbation qui est très forte. Donc à partir de ça, on s'est un petit peu inspiré de ce qui se fait en termes d'agriculture de conservation des sols. Et on a mis en place un protocole justement pour pouvoir comparer notre pratique classique à base de labour et puis des pratiques alternatives où on est très peu interventionniste sur le sol. Mais l'idée, c'est de pouvoir à la fois mesurer l'impact de ces pratiques sur la production, ce qui est notre cible, et puis aussi l'impact sur la préservation de la vie du sol et de sa structure, et puis l'effet que ça va avoir sur les cultures des années suivantes. Une autre action d'envergure qu'on est en train de conduire en fait, consiste à implanter une parcelle agroforestière. À ça, on va rajouter finalement une nouvelle famille de paysages dans la mosaïque paysagère qui est finalement l'association à l'intérieur de la parcelle des arbres et des cultures, avec des objectifs finalement qui sont aussi des objectifs d'intensification écologique puisque donc les différents essais qui sont conduits en fait, montrent qu'on a en associant arbres et culture dans ces conditions-là, finalement une productivité des plantes qui est supérieure à celle qu'on aurait en dissociant, donc en ayant par exemple une culture forestière et puis des cultures céréalières complètement à part. Donc on crée un paysage rugueux avec une diversité d'espèces et le pari qu'on fait, c'est que cette diversité, elle va être favorable finalement au processus de production végétale et à l'activité de l'exploitation agricole. Donc l'objectif de l'observatoire est double en fait. On a un objectif plutôt scientifique avec la volonté de créer une base de données relativement conséquente. Les données sont donc comparables parce que les protocoles sont standardisés. Et puis le deuxième objectif, en fait, c'est un objectif de sensibilisation, un objectif d'apprentissage. Les agriculteurs et les participants apprennent à mieux connaître la biodiversité ordinaire sur leurs parcelles. Donc, il s'agit du premier programme de sciences participatives à destination des agriculteurs et des acteurs du monde agricole. Et notamment, l'enseignement agricole est également impliqué. Voilà, en fait, ce qui est important dans l'observatoire, c'est d'avoir de nombreuses répétitions, à la fois dans l'espace et dans le temps, pour avoir une certaine représentativité aussi au niveau du territoire.
L'implication des agriculteurs est aussi très importante puisqu'ils ont l'accès direct à la biodiversité de leurs parcelles et donc ils sont directement sur le terrain pour pouvoir récolter les informations et mettre en place les protocoles. Un des objectifs également de l'Observatoire, c'est bien sûr de faire le lien avec les pratiques agricoles que l'agriculteur va mettre en place, particulièrement parce que les agriculteurs qui sont impliqués dans l'Observatoire s'interrogent sur des pratiques innovantes qu'ils vont mettre en place dans leur exploitation. Et donc la mise en place des protocoles permet vraiment de toucher du doigt la biodiversité sauvage et ordinaire, particulièrement les auxiliaires, par rapport à leurs pratiques. Ce projet a maintenant près de 3 ans sur l'exploitation du lycée. Et la première année, nous avons décliné un certain nombre de protocoles qui étaient un peu tous azimuts pour avoir un peu la mesure de la biodiversité qu'on pouvait trouver sur l'exploitation, à la fois la biodiversité floristique et la biodiversité faunistique. Et dans un deuxième temps, les protocoles se sont centrés sur des protocoles d'auxiliaires de culture pour mettre en place l'inventaire des carabidés, par exemple, sur l'exploitation. On met en place sur une dizaine de parcelles de l'exploitation des pots barbeurs. Ce sont des pots qui sont remplis d'un liquide qui va piéger et conserver les insectes. Dans un deuxième temps, ces pots sont relevés. On maintient les échantillons dans de l'alcool et on les observe ensuite et on les identifie à la loupe binoculaire. Et pour ce faire, on fait appel bien évidemment à nos élèves qui sont amenés à venir faire les relevés et à les identifier avec notre aide bien sûr, et c'est là tout l'aspect pédagogique qui est intéressant. Donc pour prendre la mesure par exemple de la biodiversité fonctionnelle, on essaie de mesurer la prédation des graines d'adventice par les carabes. C'est un protocole qui a été mis au point par l'INRA et c'est le seul protocole standardisé qui permet à grande échelle de mesurer l'activité des carabes sur justement cette prédation des graines. Nous le mettons en place avec des étudiants de BTS, agronomie et production végétale, mais nous avons été amenés à faire appel à des étudiants stagiaires que nous accueillons et encadrons sur la ferme pendant 3 mois. Et ce sont eux qui essentiellement font les relevés et les déterminations d'espèces. Mais il nous est très vite apparu que pour renforcer cette biodiversité existante, il convenait dans cette zone d'open field, de grande culture, d'implanter des haies et des bandes enherbées. Nous avons implanté une nouvelle haie de plus d'1 kilomètre avec 1000 arbres de 18 espèces différentes, dont 8 espèces mellifères, et avec évidemment cet objectif que la présence de cette haie va renforcer la biodiversité existante. Le parcellaire de l'exploitation est divisé en 2 zones, une zone avec une réduction d'intrants de 30% et une zone de réduction d'intrants de 50%. Et dans cette zone à moins 50, eh bien, il y a en plus des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire des haies et des bandes enherbées. Et très rapidement, dans les relevés que nous avons faits avec les jeunes en formation, nous avons pu constater que dans cette zone-là de moins 50 avec des infrastructures, eh bien, la biodiversité était également beaucoup plus importante. Par exemple, des relevés qu'on a fait avec la LPO, mais il y avait à peu près 3 fois plus d'espèces d'oiseaux, 3 fois plus d'espèces en individus en espèces que dans la zone à moins 30 dépourvue d'infrastructures. Et il y a un autre facteur qui intervient également. Il semblerait que les parcelles que nous avons en technique culturelle simplifiée, voire en semi-direct sous couvert, les espèces de carabidés sont plus importantes. En fait, BioDivea, ça a été l'occasion d'aller voir plus loin, en essayant de pousser un petit peu plus loin cette logique de reconquête de la biodiversité dans une plaine qui est un milieu à très fort potentiel céréalier, qui est marqué par une très forte simplification et des paysages et des systèmes de production, avec une prédominance des céréales à paille et des oléagineux, le colza pour ne pas le citer. Et puis on a aussi en rotation, et qu'on retrouve tous les ans dans l'assolement, des mélanges prairiaux riches en légumineuses, donc type luzerne dactyle. Et donc on a choisi un petit peu de mettre un système un petit peu plus varié en place, avec dirons 2 objectifs. Effectivement, le premier objectif c'était d'avoir une biodiversité qui serve l'agriculture. Et puis deuxièmement aussi une volonté, je crois, de diversifier un petit peu les milieux sur l'exploitation et de faire une sorte de notre petite échelle de reconquête paysagère en essayant de proposer une plaine un petit peu moins monocorde que celle qu'on a l'habitude de traverser. On va plutôt privilégier des variétés dites rustiques, c'est-à-dire plutôt tolérantes aux maladies, plutôt de type précoce pour qu'elles puissent
le plus possible, on va dire, esquiver les stress abiotiques. Et puis à côté de ça, on a une collection depuis cette année en partenariat avec une association qui s'appelle Graines de Noé, qui est une association de conservation du patrimoine génétique du blé, en Bourgogne notamment. Et donc on a une petite collection suivie par des élèves, implantée, suivie, entretenue par des élèves, qui est cultivée en bio. Et puis sachant que derrière la pédagogie, il y a aussi la volonté de montrer que ces variétés oubliées sont des ressources génétiques. Dans notre politique un petit peu de déspécialisation, on va dire, de nos productions, il y a un facteur qui est, à mon sens, primordial, mais qui n'est pas forcément indispensable, mais qui en tout cas sur lequel on s'appuie fortement, c'est la présence d'élevage en zone de plaine, puisque l'élevage nous permet d'introduire des cultures diversifiées dans notre assolement, et des cultures qui constituent un levier agronomique très fort. Et puis pour ce qui est des régulations agroécologiques du système, alors effectivement on constate, notamment sur les populations d'auxiliaires qu'on étudie, on constate plutôt une recrudescence, en tout cas sinon des populations qui sont plutôt d'un bon niveau. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt sur une ferme qui utilise à peu près 3 fois moins, on va dire, de produits pesticides que la moyenne des fermes bourguignonnes. Mais je dirais que ce qu'on a à cœur auprès de nos publics en formation, c'est aussi on leur apprend beaucoup, notamment dans cet univers peuplé de colza, à leur reconnaître des milligètes. Ils sont censés reconnaître tout un tas de ravageurs, mais peut-être que demain, il faudra aussi qu'ils sachent reconnaître des carapes, qu'ils sachent reconnaître des larves de coccinelles, des larves de cirfe. Je pense que ça fait aussi partie de notre rôle que de sensibiliser en restant modeste, mais en disant que le champ cultivé est un milieu complexe qu'il faut respecter et qu'il y a éventuellement, même à coup sûr, des services à en tirer. Dans le cadre d'un projet régional, un projet Intramba, on a mis en évidence en fait un intérêt important de l'association, par exemple d'un colza avec une févrole, sur la production de matière sèche par la plante. On a démontré des taux supérieurs de 20%. Concernant plus spécifiquement les aspects insectes et la protection des plantes, on a montré que les parasitoïdes, notamment le parasitoïde d'un puceron cendré du chou, avaient des difficultés à trouver de la nourriture et notamment du sucre dans les parcelles de choux, et aller se nourrir sur les nectaires extrafloraux de févrole. Cette nourriture avait un impact très très important sur sa durée de vie. Il vivait 3 fois plus longtemps en fait, lorsqu'il était en présence de nectaire extrafloral que sans nectaire extrafloral. Et cette nourriture avait aussi un impact sur le nombre de pucerons qu'il pouvait parasiter. Et ces études nous ont montré en fait que c'est l'association de ces deux ressources, le puceron qui est l'hôte et le nectar extrafloral qui est la ressource alimentaire, permettait en fait d'attirer plus fortement les parasitoïdes sur ces plantes et aussi de les retenir plus longtemps. En fait, on va avoir une concentration des parasitoïdes sur les hôtes et donc aboutir à un meilleur contrôle de la population de pucerons, ce qui devrait permettre, in fine, de réduire l'utilisation d'insecticides sur ces cultures. Alors, les résultats que nous avons obtenus sur ce projet ont un intérêt vraiment très très important pour l'arrangement spatial et temporel des associations de cultures, et plus généralement de la façon dont on va envisager la répartition des ressources dans l'agroécosystème. On se rend compte qu'en fait, ces ravageurs et leurs auxiliaires ont des modes de dispersion et des rayons d'action, des rayons de dispersion très différents les uns des autres, et qu'on va pouvoir éventuellement jouer sur les échelles pour pouvoir favoriser les auxiliaires, notamment par des aménagements très proches des parcelles ou à l'intérieur des parcelles. Ce phénomène, en fait, conduit à s'interroger sur la nécessité de privilégier des structures à plus petite échelle en amenant les plantes compagnes, c'est-à-dire celles qui produisent du nectar, directement dans le champ, soit sur le rang, soit en rang alterné, soit en patch de plantes, plutôt que de grands champs avec des bordures qui concentreraient toutes ces ressources nutritives. Alors pour concevoir l'outil éco-bordure, on a d'abord travaillé à l'échelle de la bordure de champ.
puis rapidement à l'échelle de l'exploitation agricole. La méthode au niveau de l'exploitation agricole inclut un échantillonnage pour avoir une représentation un peu de la diversité des bordures de champs et de leur situation dans l'exploitation, donc par rapport à des successions culturelles adjacentes. Un échantillonnage aussi selon la structure de la bordure de champ, s'il y a des arbres, s'il n'y a pas d'arbres. L'idée ensuite est de positionner l'ensemble des points correspondant à ces bordures de champ dans une représentation selon ces 3 couverts herbacés qui sont donc des espèces forestières, des espèces plutôt prairiales et des espèces d'adventices de culture. Ce choix vise à inférer, en fait, à rendre compte d'une qualité écologique des bordures de champs en lien avec des pratiques agricoles. Cet outil consiste à en fait positionner la bordure de champ par rapport à un certain nombre d'espèces. Donc il est possible de travailler au niveau de cette bordure pour dire quelle est sa qualité? Est-ce que c'est possible par exemple, de changer des pratiques ou au contraire, est-ce que c'est intéressant de maintenir certaines pratiques pour cette qualité? Ensuite, on a travaillé au niveau de l'exploitation agricole parce que nos travaux antérieurs montraient bien la façon dont les agriculteurs organisent leurs activités d'utilisation des terres, mais aussi de gestion des bordures de champs à cette échelle de l'exploitation agricole. C'est une échelle qui est incontournable parce que c'est l'unité de décision la plus englobante. Et d'autre part, si on veut aller jusqu'à des questions de maintien de pratiques ou de préconisation sur d'autres pratiques, il faut pouvoir prendre en compte des questions d'organisation du travail, mais aussi des questions d'organisation des systèmes de culture, par exemple. L'exploitation du lycée de l'horticulture et des paysages a fait partie, bien sûr, de BioDivea, et nécessairement, on a dû aborder avec l'ensemble des collègues, l'équipe éducative au sens large, la dimension de la biodiversité. Donc c'était quelque chose de très enrichissant pour nous et qui nous a permis d'aborder donc avec des collègues la diversité des plantes prairiales. Pour découvrir ces plantes prairiales, en faire l'inventaire, en faire la connaissance, la reconnaissance, pas trop de difficultés dans ce domaine, les techniciens étaient là. Par contre, il a fallu, dans certains cas, aller jusqu'à ramasser des graines afin de pouvoir préserver cette biodiversité, puisqu'il n'y avait pas de faiseurs de certaines plantes. Alors là, très intéressant, parce qu'on associe les élèves qui voient la globalité du cycle végétal, c'est-à-dire depuis le départ, la récolte de la graine à maturité, jusqu'au semis et jusqu'après la production de ces plantes. Donc très intéressant. On a récolté, mettons cette année, de l'Achillea millefolium qui poussait spontanément dans notre prairie, in situ. On essaie donc de produire ces plantes et on va les mettre en place dans notre verger écologique pédagogique. La ferme Olivier de Serres est engagée à la fois dans le programme BioDivea et dans le programme Ecophyto. Et c'est bien le croisement de ces 2 programmes qui nous a permis de proposer la mise en place d'une parcelle en agroforesterie viticole. Alors, les objectifs que nous souhaitons donc atteindre à travers la mise en place de cette parcelle en agroforesterie sont donc premièrement créer une biodiversité à l'échelle de la parcelle en implantant non seulement de la vigne, mais aussi des arbres, et notamment des arbres fruitiers. Implanter aussi de la vigne avec différents cépages, différents porte-greffes et différents clones. Donc nous travaillons donc à l'échelle de la parcelle et à l'échelle donc infraparcellaire. D'autre part, la mise en place de bandes arbustives et de bandes arborées dans la parcelle permet de lier de la parcelle donc au reste du territoire, au reste du paysage, et cela a un impact fondamental sur le paysage du territoire. Ça oblige à conduire un système de manière un peu plus complexe.
Donc moi j'ai dû effectuer un diagnostic donc, des IAE qui sont les infrastructures agroécologiques qui sont définies comme étant les zones naturelles et semi-naturelles sur une exploitation agricole. Donc c'est des zones qui sont censées être gérées de manière extensive et qui ne doivent recevoir ni fertilisation ni produits phytosanitaires. Ces IAE ça va être des haies, des bosquets, des alignements d'arbres, ce qu'on appelle les pré-vergers, donc c'est-à-dire un pâturage sous un verger. Alors verger au sens très large puisque le bois de chêne est considéré comme un verger dans cette définition. Ça va être les prairies naturelles, les landes, les parcours, les bois, les ruisseaux, les mares, tous les éléments voilà, qui ne sont pas cultivés et notamment pas retournés. Donc en fait ces états de conservation, voilà, ça permet d'évaluer la santé d'un habitat en analysant différents indicateurs en fait. Et donc à partir de ces critères, j'ai pu élaborer des propositions de gestion. Donc le diagnostic que j'ai effectué ici donnait globalement de bons résultats. À savoir qu'ici on arrive en gros à quasiment 30% d'IAE sur l'exploitation, ce qui est plutôt une bonne note, sachant que ça peut être très variable avec des exploitations en open field qui peuvent être effectivement à 3% ou 2% d'IAE, mais des exploitations de moyenne montagne qui sont facilement à 100% d'IAE. Donc effectivement, moi je reste persuadé que ce genre de diagnostic a toute sa place justement dans des systèmes plus intensifs ou plus spécialisés. Afin d'étudier donc la prise en compte de la biodiversité par les différents acteurs du territoire, nous avons donc souhaité réaliser une petite enquête sociologique avec des étudiants de la licence professionnelle promoteur du patrimoine territorial, encadrée par une chercheuse de l'INRA SAD d'Avignon, donc Claire Lamine, avec 3 grands axes. Le premier axe concerne donc les citoyens consommateurs, ensuite les praticiens agricoles, c'est-à-dire les agriculteurs, et enfin les naturalistes. La première étape concerne les consommateurs, pour lequel donc, la petite enquête réalisée révèle que pour la moitié de la population donc, enquêtée, la biodiversité est quelque chose de connu et ils peuvent apporter une définition correcte donc, à cette notion. Par contre, la biodiversité fonctionnelle est quelque chose de moins cerné et a fortiori la biodiversité domestique. L'objectif de cette approche sociologique est de pouvoir prendre en compte les représentations qu'ont les différents acteurs de la biodiversité, de manière à pouvoir faire évoluer les pratiques et de pouvoir cerner les représentations de la biodiversité par les personnes qui interviennent dans la relation agriculture-biodiversité, de manière à pouvoir mettre en place des mesures de gestion appropriées, dans la mesure où il peut soit exister des freins liés à des représentations culturelles ou à des pratiques professionnelles. Et donc il est nécessaire de les prendre en compte afin de préparer des mesures de gestion adéquates et surtout ces mesures de gestion soient mises en place effectivement sur le terrain. Et pour nous, il est nécessaire de conjuguer ces différents objectifs sur un seul et même lieu. Et a fortiori, nous sommes sur un domaine qui est multifonctionnel, sur lequel donc, il y a un multi-usage et il est nécessaire de concilier ces différents usages. Les enseignements que l'on peut tirer des enquêtes concernant l'observatoire ou l'engagement des agriculteurs dans l'Observatoire agricole de la biodiversité pourraient se résumer de la manière suivante. Je pense que les agriculteurs sont actuellement dans une période de doute, d'innovation, de repositionnement vis-à-vis de leur manière de produire, vis-à-vis des demandes sociales qui leur sont adressées. Et ce repositionnement les incite à innover, à adopter, à rechercher de nouvelles pratiques de production qui dépassent un petit peu les catégories qui sont habituellement faites entre les agriculteurs conventionnels, les agriculteurs raisonnés, les agriculteurs paysans, les agriculteurs biologiques. Là, on a un foisonnement d'innovation qui est en cours pour répondre en particulier à l'injonction, ou en tout cas au message pressant de prendre en compte la biodiversité ou avoir une plus grande attention à la biodiversité. Les agriculteurs, dans ce repositionnement qu'ils ont vis-à-vis de cette extériorité, de cette altérité qu'est la biodiversité, se situent davantage dans une approche systémique
ou prennent en compte la complexité de la biodiversité et recherchent une situation d'équilibre entre leur mode de production et les différentes dynamiques qui parcourent ce système complexe. Dans cette complexité, eh bien, ils se retrouvent un petit peu démunis et l'OAB, l'Observatoire agricole de la biodiversité, leur offre des fenêtres faciles d'accès pour saisir cette complexité et se positionner par rapport à cette complexité ou positionner leur innovation technique par rapport à cette complexité. Les agriculteurs qui sont engagés couvrent en définitive une multiplicité de modes de production. En revanche, cette population est fortement marquée par l'innovation puisque plus de 40% d'entre eux se définissent d'abord comme des agriculteurs marqués par des systèmes de production innovants. Alors cette innovation peut être bien sûr le passage à l'agriculture biologique, mais ça peut être aussi l'adoption de modes de culture simplifiés, du non-labour, du semis sous couvert, de la réduction de produits phytosanitaires. Et on est, je pense, dans une phase de rediversification des modes de production agricole. On arrive un peu à l'aboutissement de ce programme sur biodiversité et exploitation agricole dans les exploitations des lycées agricoles. Et bon, je pense qu'on a bien démontré la corrélation entre paysage et biodiversité. Mais ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est sur le fait que ce type d'expérience menée conjointement entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture apporte des champs pédagogiques inexplorés aux élèves dans nos établissements. Et notamment, l'aspect le plus essentiel, c'est la coopération entre les différentes filières de formation à l'intérieur de l'enseignement agricole, qui préfigure un peu les discussions qu'ils devront avoir dans leur prochain métier, que ce soit aménageurs, exploitants agricoles ou acteurs touristiques d'un territoire. Ils devront avoir des discussions autour de la biodiversité sur un même territoire, donc sur un même paysage. Alors ce type d'expérience BioDivea, c'est aussi un lieu d'exercice de la triple fonctionnalité d'une exploitation agricole. C'est-à-dire qu'on intervient aussi bien sur les facteurs de production de l'exploitation, sur la fonction de production, puisqu'il y a une corrélation directe entre production et biodiversité, mais ça intervient aussi comme lieu pédagogique, puisque l'action elle est menée avant tout pour permettre et générer des supports pédagogiques pour nos élèves. Et enfin, c'est un lieu d'échange avec le territoire et de mise en place éventuelle d'expérimentation. C'est un aspect de partenariat large et important entre l'établissement, son territoire et les différents acteurs du paysage, on va pouvoir dire clairement, mais paysage pris au sens milieu, territoire. Voilà un peu le bien fondé de ce type d'action de BioDivea.